Entre 1945 et 1953, Joseph Staline transforma son pouvoir en un culte personnel absolu. Il élimina les ennemis réels et imaginaires, conçut des purges secrètes, des déportations massives et des persécutions ethniques, tandis que sa santé se détériorait en silence. La paranoïa grandissait au même rythme que son isolement. Il espionnait ses propres ministres, craignait d'être empoisonné et alla jusqu'à emprisonner ses propres médecins. L'État soviétique devint une projection de son esprit malade. Le 1er mars 1953, le dictateur s'effondra seul dans sa résidence. Pendant 4 jours, son entourage hésita à agir. La médecine arriva tard, la politique encore plus tard. Son agonie révéla le vide laissé par un régime construit sur la peur. Staline mourut. Mais son ombre demeura. Des funérailles monumentales, une lutte de pouvoir féroce et une purge inverse scellèrent sa fin. 8 ans plus tard, il serait enterré à nouveau, non avec la terre, mais avec le silence. Qui laissa Staline mourir? Comment son cadavre fut-il utilisé comme un outil politique? Et pourquoi l'État qu'il avait lui-même créé décida-t-il de l'effacer de sa propre histoire? Staline, dernières années de commandement et de terreur. Dans les années suivant la victoire sur l'Allemagne nazie, Joseph Staline était devenu l'ombre de lui-même. L'homme qui avait mené la résistance soviétique contre Hitler luttait maintenant contre un ennemi qu'il ne pouvait purger ou intimider. Son propre corps. Après le défilé de la victoire de juin 1945, il subit un accident vasculaire cérébral mineur qui laissa des séquelles permanentes, des tremblements dans son bras gauche et des épisodes de désorientation temporelle. Les rapports médicaux confidentiels révélaient une réalité alarmante. La tension artérielle oscillait constamment au-dessus de 200 sur 100 mm de mercure, tandis que l'artériosclérose avait durci ses artères cérébrales et coronariennes. Le ventricule gauche de son cœur s'était hypertrophié dangereusement. Il fumait 30 cigarettes quotidiennement, rejetait tout exercice physique et maintenait des horaires nocturnes qui altéraient complètement ses rythmes biologiques. Les journées de travail s'étendaient sur plus de 12 heures, entrecoupées de sessions de boissons qui pouvaient durer jusqu'à l'aube. La détérioration physique coïncida avec une transformation dans l'exercice du pouvoir. La datcha de Kuntsevo avait remplacé le Kremlin comme le véritable centre nerveux de l'État soviétique. Cette résidence fortifiée était devenue une prison dorée d'où Staline contrôlait chaque aspect de la vie soviétique. Les vraies décisions étaient prises lors de dîners qui commençaient près de minuit et s'étendaient jusqu'à l'aube avec les membres clés du bureau politique. Lavrent Beria, Georgi Malenkov, Nikita Khrouchtchev et Nikolai Bulganin. Ces hommes vivaient dans une tension permanente, conscients qu'un mot incorrect pourrait être interprété comme une trahison. Staline prenait plaisir à maintenir cette atmosphère d'incertitude, répétant des phrases comme « Sans moi, vous seriez dévorés comme des lapins par les impérialistes », tout en observant les réactions de ses subordonnés. La paranoïa qui avait caractérisé toute sa carrière politique atteignit de nouvelles dimensions dans ces dernières années. Entre 1945 et 1946, Staline organisa personnellement la persécution de plus de 2 millions de citoyens soviétiques revenus du front ou des camps de travail allemands sous suspicion d'avoir été idéologiquement contaminés. À leur retour, des dizaines de milliers de prisonniers de guerre soviétiques furent arrêtés, jugés comme traîtres et envoyés directement au camp du Goulag. L'ordre fut émis comme une directive secrète du NKVD et signé par Staline en juin 1945. Cette même année, il ordonna la déportation complète des populations tchétchènes, ingouches, tatars de Crimée et géorgiennes mesrètes, accusées de collaborer avec les nazis. Plus d'1 million de personnes furent transférées dans des trains à bestiaux vers l'Asie centrale, dans des opérations militaires qui causèrent des dizaines de milliers de morts de faim, de froid ou d'asphyxie. La déportation des Tatars de Crimée, exécutée en seulement 3 jours, laissa des villages vides qui furent artificiellement repeuplés par des Slaves. En 1947, Staline interdit toutes les organisations caritatives étrangères en URSS, y compris la Croix-Rouge, et ordonna la confiscation des approvisionnements alimentaires envoyés par les Nations Unies aux régions dévastées par la guerre. Cette même année, il interdit toute correspondance directe avec des parents à l'étranger, durcissant davantage l'isolement informationnel des citoyens soviétiques. Sous ses ordres, le bloc soviétique exécuta également la fameuse opération Vistule en Pologne, un plan de nettoyage ethnique contre les minorités ukrainiennes soupçonnées de sympathiser avec les nationalistes armés. Plus de 140 000 personnes furent expulsées de leur foyer et relocalisées de force vers des zones industrielles. Staline approuva le plan directement lors d'une réunion avec les dirigeants du Parti ouvrier unifié polonais. Pendant la crise de Berlin de 1948, Staline ordonna personnellement le blocus terrestre de la ville pour étouffer le secteur occidental. Pendant 11 mois, seuls les avions alliés empêchèrent la famine de
plus de 2 millions de Berlinois. Staline interdit toute tentative soviétique d'abattre les avions occidentaux par crainte d'une guerre directe, mais autorisa le sabotage local et les détentions massives de sympathisants pro-occidentaux dans le secteur soviétique. En Europe de l'Est, Staline imposa des gouvernements satellites par des coups d'État dirigés depuis Moscou. En Tchécoslovaquie, son ambassadeur à Prague supervisa la prise du pouvoir en 1948 après le coup de février, qui culmina avec le suicide forcé du ministre démocrate Jan Masaryk, dont le cadavre apparut sous une fenêtre du ministère des Affaires étrangères. En Hongrie, le communiste Matyas Rákosi établit un régime de terreur avec des camps de rééducation et des purges politiques répliquant le modèle soviétique à la lettre. En Allemagne de l'Est, les services de renseignement soviétiques sous sa supervision directe créèrent des camps spéciaux pour les représailles contre les présumés nazis, dissidents ou quiconque ayant des liens avec l'Occident. Le camp de Sachsenhausen, converti en camp spécial numéro 7, logea jusqu'à 60 000 personnes dans des conditions extrêmes, dont au moins 12 000 moururent de faim ou de maladie entre 1945 et 1950. Au niveau nucléaire, Staline initia une course secrète pour développer la bombe atomique par l'espionnage direct des États-Unis. Il ordonna que le projet soviétique soit basé sur des plans volés du projet Manhattan par les agents Klaus Fuchs et Theodor Hall. Le développement des armes fut mené sous le commandement de Lavrenti Beria avec un système de travail forcé. Les prisonniers du goulag excavèrent des tunnels et construisirent des laboratoires sous surveillance militaire. Le premier test nucléaire soviétique en août 1949 fut présenté à Staline lors d'un dîner privé, avec la phrase « Nous sommes au niveau des Américains ». Vyacheslav Molotov avait été progressivement marginalisé, après que Staline eut ordonné l'arrestation de sa femme juive en 1949. La femme fut accusée de maintenir des liens avec des organisations sionistes et envoyée en exil interne, tandis que son mari était forcé de servir 2 dîners chaque soir, un pour lui et un autre vide comme rappel silencieux de son absence. Le point culminant de cette paranoïa vint avec la fabrication du complot des médecins en octobre 1952. Staline ordonna l'arrestation de 9 médecins du Kremlin, la plupart d'entre eux juifs, les accusant de participer à un complot pour assassiner les dirigeants soviétiques par de faux diagnostics. Les médecins furent soumis à la torture systématique à la Loubianka, privation de sommeil, isolement prolongé et violence physique pour extraire des confessions qui impliqueraient de supposés réseaux d'espionnage sioniste. Des plans secrets contemplaient la déportation massive de la population juive soviétique vers les camps de travail en Sibérie. Seule la mort du dictateur empêcherait la mise en œuvre de cette opération qui aurait affecté des centaines de milliers de citoyens soviétiques. La santé mentale montrait des signes évidents de détérioration. Les épisodes d'insomnie étaient devenus chroniques, alternant avec des périodes de somnolence diurne allant jusqu'à 14 heures. Ses assistants enregistrèrent des épisodes d'agressivité verbale suivis de moments de confusion dans lesquels il semblait ne pas reconnaître des collaborateurs proches. Pendant les 3 dernières années, Staline avait drastiquement réduit ses apparitions publiques. Entre 1949 et 1953, il ne prononça que 3 discours officiels, tous lus avec une difficulté évidente. Son dernier travail théorique, Problèmes économiques du socialisme en URSS, publié en 1952, montrait une incohérence argumentative qui contrastait avec la clarté de ses écrits précédents. L'homme qui avait dirigé l'industrialisation soviétique et la victoire dans la guerre mondiale la plus dévastatrice se trouvait prisonnier d'un système conçu pour être absolument dépendant de sa volonté personnelle. L'usure de la sanité, Staline contre sa propre ombre. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le pouvoir de Joseph Staline semblait inébranlable. Il avait vaincu Hitler, étendu le contrôle soviétique sur l'Europe de l'Est et consolidé un culte de la personnalité sans parallèle. Mais tandis que le monde extérieur le vénérait ou le craignait, quelque chose de plus profond commença à corroder sa figure. Une paranoïa grandissante, silencieuse et dévastatrice. Pendant ces dernières années, le dictateur ne soupçonnait pas seulement les ennemis de l'État, mais aussi ses propres alliés, médecins, cuisiniers, et même les murs de ses résidences. C'était le début de la fin, le moment où le pouvoir absolu devint un miroir déformant de sa folie. En 1946, quand l'URSS célébrait encore sa victoire, Staline ordonna une série de mesures qui marquèrent le début de son isolement paranoïaque. Le premier de ces gestes fut la conception d'un système de surveillance interne qui dépassait l'appareil de renseignement traditionnel. Il ordonna l'installation de microphones dans les appartements de ses propres ministres, membres du bureau politique et généraux de l'armée rouge. Les appartements dits de quartier soigneusement choisis par
par le MGB servaient de pièges auditifs, où les conversations privées étaient enregistrées pour être analysées dans des rapports secrets qui arrivaient directement à Beria et parfois à Staline lui-même. Personne n'était en sécurité. Pas même les plus loyaux. En même temps, le dictateur multiplia ses mesures de sécurité personnelle. Il changeait de chambre chaque nuit, utilisait plusieurs doublures et faisait passer sa nourriture par plusieurs cuisiniers et goûteurs avant de toucher son assiette. Il dormait peu et par intermittence. Si une ombre quelconque apparaissait sur le rideau de sa datcha à Kuntsevo, il se levait armé. Même son chauffeur devait garer le véhicule à des endroits différents chaque jour pour éviter d'établir des routines. Ce comportement n'était pas de la simple prudence. C'était le reflet d'un esprit qui ne faisait plus confiance à rien ni à personne. En 1947, la famine revint frapper l'intérieur de l'Union soviétique. Une sécheresse dévasta les récoltes du Sud, affectant particulièrement l'Ukraine et la Moldavie. La population, encore affaiblie par les ravages de la guerre, commença à mourir par milliers. Mais Staline, au lieu de rediriger les ressources de l'État vers le secours interne, choisit de continuer à exporter le grain vers les pays du bloc socialiste, qui commençaient juste à faire partie du Cominform. La logique était claire. Nourrir les nouveaux régimes communistes alliés était plus important que sauver les paysans soviétiques eux-mêmes. Cette décision généra entre 1 et 1,5 million de morts silencieuses, jamais officiellement reconnues. Cette même année, Staline fonda le Cominform, une structure de contrôle idéologique sur les partis communistes d'Europe de l'Est. Le message était sans équivoque. Moscou dictait la ligne, et toute déviation serait punie. Il ne fallut pas longtemps avant que cette menace ne devienne réalité. En 1948, le maréchal Tito, dirigeant communiste de Yougoslavie, osa désobéir aux ordres du Kremlin. Il rejeta la subordination totale et défendit une voie indépendante vers le socialisme. La réaction de Staline fut brutale. Il l'expulsa du Cominform, le déclara traître et organisa une série de tentatives d'assassinat qui échouèrent une après l'autre. La Yougoslavie résista. Pour la première fois, le pouvoir de Staline avait été défié avec succès. Le coup à son ego fut monumental. Sur le front interne, la méfiance escalada vers des niveaux jamais vus auparavant. En 1951, Viktor Abakoumov, chef du ministère de la Sécurité d'État, MGB, fut arrêté sur ordre direct de Staline. Il fut accusé de couvrir une conspiration sioniste qui, selon la logique du dictateur, avait déjà infiltré les structures médicales du Kremlin. Abakoumov fut torturé pendant des mois et exécuté en secret. La purge atteignait maintenant l'appareil de sécurité qu'il avait lui-même créé. C'était un avertissement pour tous. Même les gardiens n'étaient pas en sécurité. Cette même année, Staline interdit toute mention officielle de son état de santé. Médecins, assistants et même secrétaires personnels furent interdits de suggérer que le guide suprême pouvait être malade. Les prescriptions médicales furent censurées et les dossiers cliniques détruits. Les médecins qui osaient avertir sur sa tension artérielle ou son insuffisance cardiaque se voyaient ouvrir un dossier de surveillance. Le silence était loi, et la peur son exécuteur. Le sommet du délire arriva en 1952 avec la soi-disant conspiration des médecins. Staline ordonna l'arrestation de 9 médecins du Kremlin, la plupart d'origine juive, les accusant d'assassiner de hauts fonctionnaires soviétiques par de faux diagnostics. Parmi eux se trouvait le cardiologue Vladimir Vinogradov, l'un des rares spécialistes qui avait traité Staline pendant des années. Il fut torturé et mourut en prison avant d'être jugé. L'enquête orchestrée par le MGB contemplait même la déportation massive de la population juive soviétique vers des camps en Sibérie. Le plan ne fut arrêté que par la propre mort de Staline des mois plus tard. Pendant que tout cela se passait, le dictateur préparait une dernière purge. Il avait commencé à compiler des dossiers secrets contre 3 figures historiques de la Révolution. Vyacheslav Molotov, Lazar Kaganovich et Anastas Mikoyan. Vieux camarades, anciens collaborateurs, tous étaient sur le point d'être éliminés. Les preuves étaient fabriquées, les accusations fausses. Séoul, un ordre final était nécessaire, mais la mort arriva d'abord. Ce n'était pas l'issue d'un homme d'État à la retraite, ni d'un leader en transition. C'était l'effondrement d'un homme piégé dans ses propres démons. Dans ces dernières années, Staline convertit l'État en miroir de son esprit, paranoïaque, imprévisible, hostile envers lui-même. Le parti vivait dans l'ombre de ses accès nocturnes. Les citoyens, sous la menace constante d'être dénoncés pour des maladies traîtresses ou des blagues mal racontées, et son cercle intime réduit à des invités silencieux qui mangeaient sans parler, riaient sans joie et applaudissaient sans savoir s'ils verraient la lumière du jour suivant. À Kuntsevo, sa forteresse isolée, les lumières s'allumaient à des heures impossibles. L'homme le plus puissant de la planète passait des nuits entières, errant seul dans des couloirs vides, changeant de chambre,
entendant des voix que personne d'autre n'entendait. Parce qu'à la fin, Staline ne gouvernait plus l'Union soviétique. Il gouvernait contre elle et surtout contre lui-même. L'effondrement du toast au silence. La nuit du 28 février 1953 commença comme tant d'autres à la datcha de Kountsevo. Staline avait convoqué son cercle intime pour une de ses soirées nocturnes caractéristiques. Les gardes reçurent les ordres habituels. Personne n'entrait ou ne sortait sans autorisation expresse. Les communications restaient coupées et le niveau d'alerte maintenu au maximum. Beria arriva à 9h, suivi de Malenkov, Khrouchtchev et Bulganin. Les quatre connaissaient le protocole, montraient une déférence absolue, éviter les commentaires qui pourraient être mal interprétés et prolonger la soirée jusqu'à ce que l'hôte décide d'y mettre fin. Le dîner se déroula avec une normalité apparente. Des plats géorgiens furent servis, accompagnés de vin rouge et de vodka à haut degré. Staline semblait de bonne humeur, racontant des anecdotes de sa jeunesse et faisant des commentaires sarcastiques sur les responsables absents. Il but plus que d'habitude, alternant verre de vin et dose de vodka. Le repas dura jusqu'à minuit. Moment où il ordonna la projection d'un film soviétique dans sa salle de cinéma privée. Pendant la projection, Staline resta inhabituellement silencieux. Sa respiration était devenue plus lourde, et occasionnellement il fermait les yeux pendant des périodes prolongées, bien qu'il se réveillât immédiatement si quelqu'un bougeait. Le film se termina près de 3h du matin, mais il insista pour continuer la réunion dans son bureau. Là, il servit une nouvelle tournée de boissons, et commença une dissertation confuse sur la situation internationale, mélangeant références historiques et plans futurs qui manquaient de cohérence logique. Vers 6h du 1er mars, il mit finalement fin à la réunion. Il se leva avec quelques difficultés, mais marcha sans aide jusqu'au vestibule pour faire ses adieux à ses invités, suivant un rituel qu'il n'avait jamais abandonné. Khrouchtchev se souviendrait que Staline semblait d'excellente humeur pendant ces dernières minutes, plaisantant et s'adressant à lui par le diminutif ukrainien Mikola, quelque chose qu'il ne faisait que quand il se sentait détendu. Une fois seul, il alla à sa chambre, suivant sa routine habituelle. Il mit une chemise de pyjama blanche et un pantalon ample. Avant d'aller se coucher, il examina quelques documents et but un verre d'eau minérale. Ses dernières actions conscientes inclurent la lecture d'un rapport sur la production industrielle et la signature de 2 décrets mineurs. Vers 5h du matin, il éteignit la lumière et alla se coucher. Le silence qui suivit serait absolu et prolongé. Tout au long du 1er mars, aucun son n'émergea de la chambre. Les domestiques suivirent ses instructions. Ils préparèrent les repas et les laissèrent devant la porte. Mais ceux-ci restèrent intacts. Petit déjeuner, déjeuner et dîner s'accumulèrent sans que personne n'ose vérifier l'état de l'occupant. Les gardes maintinrent leur position sans détecter d'anomalie. Le système de sécurité enregistra des mouvements seulement dans les zones extérieures, tandis que les capteurs internes restaient inactifs. La datcha était devenue une forteresse silencieuse où l'homme le plus puissant de l'Union soviétique gisait inconscient et sans défense. La discipline de fer du personnel prolongea l'agonie. Maria Tikhonovna, la gouvernante, ressentit une inquiétude croissante, mais n'osa pas agir sans ordres explicites. La peur de réveiller la colère du dictateur avait créé un protocole de non-intervention qui devenait maintenant une condamnation à mort. Vers 22h le 1er mars, l'inquiétude était devenue insupportable. Maria Tikhonovna consulta le garde Starostin sur la convenance de vérifier l'état de Staline. Après une discussion chuchotée qui dura 1 heure, ils décidèrent d'agir. La découverte fut dévastatrice. En ouvrant la porte avec une clé auxiliaire, ils trouvèrent Staline gisant sur le sol inconscient et avec des signes évidents de perte totale de contrôle corporel. Sa respiration était laborieuse et irrégulière. Ses yeux restaient à demi fermés sans répondre aux stimuli. Et une tache d'urine avait trempé ses vêtements et le sol. L'homme qui avait terrorisé toute une nation gisait sans défense comme un enfant, victime de son propre corps et d'un système qu'il avait conçu pour fonctionner exclusivement par sa volonté personnelle. Le verdict silencieux 4 jours sous peur absolue. La découverte de Staline inconscient déclencha une réaction qui révéla les contradictions fondamentales du système soviétique. Maria Tikhonovna et le garde Starostin, après avoir vérifié qu'il respirait encore, bien qu'avec grande difficulté, firent face à un dilemme institutionnel sans précédent. Les ordres étaient clairs. Ne le déranger sous aucune circonstance. Mais il était évident que sa vie ne tenait qu'à un fil. Avec un soin extrême, ils transférèrent le corps inerte sur un sofa de la salle à manger adjacente, le couvrant d'une couverture géorgienne. Sa respiration continuait d'être irrégulière,
alternant périodes d'apnée avec épisodes d'hyperventilation qui leur faisaient craindre un effondrement respiratoire complet. Le protocole exigeait de contacter immédiatement le ministère de la Sécurité d'État, non les services médicaux. L'appel fut dirigé vers Lavrenti Beria, qui reçut la notification vers 3h du matin le 2 mars. La réaction de Beria fut délibérément mesurée. Au lieu d'ordonner la mobilisation immédiate d'équipes médicales, il décida d'apparaître personnellement à la datcha, accompagné seulement de Georgi Malenkov. Tous deux arrivèrent vers 4h du matin et examinèrent personnellement Staline. Ils le trouvèrent inconscient avec respiration laborieuse, pouls faible et irrégulier, et symptômes évidents de perte de contrôle neurologique. Cependant, leur décision fut d'attendre l'aube avant de demander assistance médicale. Ce délai de plusieurs heures a fait l'objet d'intenses spéculations. Certains témoignages suggèrent que Beria et Malenkov craignaient les conséquences d'agir précipitamment si Staline parvenait à récupérer. D'autres pointent vers des calculs politiques, la possibilité que l'incapacité du dictateur offrait une opportunité unique de réorganiser la structure du pouvoir soviétique. Quand l'intervention médicale fut finalement autorisée, un problème supplémentaire se posa. La plupart des spécialistes les plus compétents avaient été arrêtés dans le cadre du complot des médecins. Les médecins disponibles étaient des professionnels de second rang, beaucoup terrorisés par la possibilité d'être accusés de négligence si Staline ne récupérait pas. L'équipe médicale qui arriva à Kuntsevo était composée du docteur Lukomsky, du docteur Vasilenko et de 3 cliniciens généraux dont l'expérience en neurologie d'urgence était limitée. L'examen initial révéla un tableau clinique dévastateur. Tension artérielle de 210 sur 120 mm de mercure, pouls de 72 à 78 battements par minute, hémiplégie droite complète, anisocorie marquée avec la pupille gauche dilatée et fixe, respiration de Cheyne-Stokes, absence de réflexe et incontinence complète. Le diagnostic était sans équivoque. Hémorragie cérébrale massive avec pronostic irréversible. Les traitements reflétaient les limitations de la médecine soviétique en 1953 et la terreur des médecins d'être blâmés. 800 sous furent placés derrière les oreilles et sur le cou, suivant une pratique traditionnelle pour réduire la pression intracrânienne. Des médicaments antihypertenseurs furent administrés par voie rectale, étant donné qu'il avait perdu la capacité de déglutir. Des compresses froides furent appliquées pour contrôler la température et prévenir les convulsions. Durant les 72 heures suivantes, son état s'aggrava progressivement. Il développa une fièvre de 39 degrés, des épisodes de vomissements sanglants, un œdème des extrémités et une coloration cyanotique qui révélait une insuffisance respiratoire croissante. Les médecins se limitèrent aux soins palliatifs, conscients que toute intervention agressive pourrait être interprétée comme un meurtre. Parallèlement à cela, une danse politique complexe se développait au Kremlin. Le 3 mars, le Présidium émit son premier communiqué officiel, informant que Staline souffrait d'une hémorragie cérébrale sévère qui compromettait d'importantes fonctions vitales. Le langage soigneusement ambigu évitait à la fois optimisme et pessimisme, permettant aux dirigeants de garder ouvertes multiples options stratégiques. Pendant ces jours critiques, Beria déploya une activité fébrile. Il réorganisa les services de sécurité, mobilisa des unités du MVD en position stratégique à Moscou et tint des réunions privées avec des commandants militaires clés. Son comportement alternait entre inquiétude apparente et épisodes d'euphorie mal dissimulés. Molotov se souviendrait que Beria avait commenté en privé qu'il avait libéré tout le monde d'un grand poids. L'agonie dura exactement 96 heures depuis l'effondrement initial. Pendant l'après-midi du 5 mars, sa respiration devint de plus en plus irrégulière avec des périodes d'apnée jusqu'à 2 minutes. Sa température corporelle commença à descendre tandis que la tension artérielle chuta à des niveaux incompatibles avec la vie. À 21h50 le 5 mars 1953, le pouls s'arrêta définitivement. L'autopsie confirma une hémorragie cérébrale massive dans l'hémisphère gauche avec rupture d'une artère perforante thalamique. L'examen révéla une artériosclérose sévère, une hypertrophie ventriculaire gauche extrême et de multiples micro-infarctus antérieurs. Le cœur pesait 580 grammes, presque 200 au-dessus du poids normal. Les résultats écartèrent définitivement toute théorie d'empoisonnement. Staline était mort victime des maladies cardiovasculaires qu'il avait ignorées pendant des décennies. Les funérailles du régime. Une ville sous les cadavres. La mort de Staline à 21h50 le 5 mars déclencha une opération logistique sans précédent. Avant qu'une heure ne soit passée, le corps avait été transféré dans une installation médicale secrète de Moscou où une équipe de spécialistes commença le processus d'embaumement. La technique suivit les protocoles développés pour Lénine. Injections artérielles de formol, traitement facial à l'acier de carminique
et application de glycérine pour prévenir la déshydratation. Le docteur Boris Zbarsky, embaumeur vétéran qui avait participé à la préservation de Lénine, supervisa chaque phase de la procédure. Son équipe travailla 12 heures continues pour obtenir une apparence qui transmettait la sérénité, cachant les marques de souffrance. La moustache caractéristique fut soigneusement peignée. Ses mains positionnées croisées sur sa poitrine, et son visage acquit une expression de calme qui contrastait avec l'agonie de ces dernières heures. Des couches supplémentaires de maquillage furent appliquées en raison de légers signes de décomposition détectés le jour suivant, causés par une panne partielle du système de réfrigération. Le cercueil était une pièce exceptionnelle. Acajou poli avec garniture de bronze doré, doublé intérieurement de soie blanche avec un système de ventilation qui maintiendrait une température constante pendant l'exposition publique. Tout au long du processus, des agents du MGB gardèrent l'installation craignant de possibles actes de sabotage, même dans la mort. La salle des colonnes du palais des syndicats fut transformée en sanctuaire temporaire. Ces colonnes de marbre blanc furent couvertes de tissus noirs et rouges, tandis que de massifs arrangements floraux créaient un périmètre cérémoniel. Des milliers d'œillets rouges, de roses blanches et de couronnes officielles des 15 républiques soviétiques transformèrent l'environnement en un jardin funéraire monumental. L'éclairage fut conçu avec une précision théâtrale. Des projecteurs dirigés vers le visage le gardaient clairement visible, tandis qu'une lumière dorée diffuse enveloppait le catafalque. La température fut maintenue à 12 degrés Celsius avec humidité contrôlée pour éviter les altérations dans la préservation du cadavre. 4 gardes de l'armée rouge se positionnèrent au coin, se relayant toutes les 30 minutes dans une cérémonie silencieuse de précision militaire. Du matin du 6 jusqu'à la nuit du 9 mars, une procession humaine interminable défila dans la salle. Les autorités calculèrent que plus d'1 million de personnes participèrent au tribut, créant des files qui s'étendaient sur des kilomètres. Le dispositif de sécurité incluait plus de 5000 personnels distribués en cercles concentriques. La gestion des foules révéla les contradictions du système stalinien. Même dans la mort du dictateur, les autorités avaient sous-estimé la réponse populaire, créant des goulots d'étranglement humains létaux. Le 7 mars, une bousculade à l'intersection de Troubnaïa et Kouznetsky Most produisit une tragédie considérable. Les troupes fermèrent plusieurs artères simultanément, créant un effet d'entonnoir qui concentra des milliers dans un espace insuffisant. Les conditions météorologiques aggravèrent la situation. Température de 8 degrés sous zéro, neige intermittente et vent de 40 km/h convertirent l'attente en test de résistance physique. Quand la pression devint insupportable, des centaines tombèrent et furent écrasés par ceux qui les suivaient, incapables de s'arrêter à cause de la pression exercée par derrière. Les rapports officiels minimisèrent l'ampleur. Ils mentionnèrent 109 victimes par accident, mais les documents déclassifiés révélèrent des chiffres plus élevés. Au moins 1500 personnes moururent pendant les 3 jours d'exposition. Les corps furent discrètement retirés, transportés dans des camions militaires vers les hôpitaux proches et enregistrés comme morts par cause naturelle. Des témoignages internes du MGB indiquaient que les certificats de décès furent modifiés pour dissimuler la tragédie. En parallèle, les autorités soviétiques activèrent les protocoles de propagande internationale. Des communiqués furent envoyés aux ambassades étrangères à Moscou avec des versions soigneusement rédigées des hommages. La Chine décréta 3 jours de deuil national. La Corée du Nord et le Vietnam publièrent des éditoriaux qui qualifiaient Staline de guide éternel du socialisme. En Occident, les réactions furent mitigées. Churchill offrit des condoléances diplomatiques, bien qu'il admit en privé que le monde avait peut-être gagné une opportunité de respirer. Le 9 mars, la cérémonie officielle atteignit son apogée avec une procession qui combinait éléments de liturgie orthodoxe, rituels militaires et théâtralité politique. Le cercueil fut monté sur un affût d'artillerie tiré par 4 chevaux prussiens noirs. Une escorte de 200 officiers forma un corridor du palais à la place Rouge, tandis que des chars T-34 avançaient en formation parallèle. Le silence était presque absolu. Seul le pas rythmé des bottes sur les pavés gelés et l'écho des moteurs de chars pouvaient être entendus. La séquence des discours fut soigneusement chorégraphiée. Georgi Malenkov ouvrit avec un discours de 10 minutes qui soulignait la continuité institutionnelle, utilisant un ton mesuré qui évitait les références émotionnelles excessives. Lavrenti Beria suivit avec une intervention de 12 minutes d'intenses registres émotionnels, se référant à Staline comme le père vigilant de la nation,
reflétant sa stratégie pour se positionner comme héritier du culte personnaliste. Nikita Khrouchtchev représenta le comité central avec un discours de 8 minutes qui citait des textes théoriques de Staline, utilisant une approche académique qui lui permettait de maintenir un profil bas tout en évaluant les dynamiques émergentes. Vyacheslav Molotov ferma avec 5 minutes dirigées vers les délégations étrangères, soulignant la continuité de la politique étrangère soviétique. La cérémonie conclut avec la descente du cercueil vers le mausolée de Lénine, remodelé pour accommoder 2 sarcophages. Staline fut placé à droite de Lénine dans une urne de cristal avec contrôle climatique indépendant. Les murs furent tapissés de marbre noir veiné d'or, tandis que des inscriptions en cyrillique doré identifiaient les 2 dirigeants comme fondateurs de l'État soviétique. Le remodelage du mausolée avait été exécuté en moins de 36 heures. Les restes de Lénine furent temporairement retirés. Le niveau inférieur fut réformé et une chambre avec réfrigération autonome, capteur d'humidité et un système d'éclairage souterrain qui maintenait une visibilité constante du corps fut installé. Le mausolée rouvrit au public le 10 mars. Pendant les 8 années suivantes, plus de 10 millions de personnes visiteraient la tombe partagée, convertissant l'espace en lieu de pèlerinage séculier. Le culte de Staline continua sous forme pétrifiée, gelé dans le cristal, soutenu par l'inertie de l'appareil propagandiste. La propagande soviétique produisit plus de 500 000 cartes postales commémoratives distribuées à travers le pays, montrant Staline entouré de fleurs, dans un état de paix artificiel. Cette association symbolique avec Lénine serait l'un des éléments les plus difficiles à démanteler pendant le processus de déstalinisation qui commencerait 3 ans plus tard. La mort physique du dictateur ne signifiait pas la fin de sa présence. Son image, son corps et son héritage furent préservés comme un outil de contrôle politique, même d'au-delà. Le jour d'après, les barrières tombent et la purge inversée. La mort de Staline créa un vide de pouvoir qu'aucune institution soviétique n'était préparée à combler. Pendant 3 décennies, chaque décision importante avait émané de sa volonté personnelle, convertissant le système en une structure absolument dépendante de son sommet. Les 4 hommes qui avaient partagé ces dernières heures se trouvèrent soudainement responsables de gouverner un empire qui englobait 1/6 de la surface terrestre. Lavrenti Beria se déplaça immédiatement pour consolider sa position comme l'homme fort du nouveau régime. Il réorganisa les structures du MVD, plaça ses loyalistes dans des positions stratégiques, et commença à prendre des décisions unilatérales qui alarmèrent ses collègues du Présidium. Son comportement oscillait entre des moments de tristesse apparente et des épisodes d'euphorie mal déguisés. Molotov enregistra que Beria avait fait des commentaires comme « Je me suis débarrassé de lui et je les ai tous sauvés », phrase interprétée comme des admissions voilées de participation à la mort du dictateur. La première mesure significative du nouveau leadership fut la libération des médecins arrêtés pendant le complot médical. Le 4 avril 1953, la Pravda publia un communiqué officiel reconnaissant que les accusations avaient été fausses et que les confessions avaient été obtenues par des méthodes inadmissibles. Les 9 survivants furent immédiatement libérés, bien que sans compensation pour les mois de torture subie. Cette décision marqua le début d'un processus de révision des politiques répressives staliniennes. Des commissions furent établies pour examiner des milliers de dossiers du NKVD et du MVD, identifiant des cas où les preuves avaient été fabriquées. Le colonel Yuri Andropov supervisa un audit qui révélerait l'extension systématique de la torture comme méthode d'investigation pendant les dernières années du régime. Cependant, ces gestes ne répondaient pas à des convictions humanitaires, mais à des calculs politiques précis. Khrouchtchev avait identifié dans la réforme du système répressif une opportunité d'affaiblir la base de pouvoir de Beria. Chaque prisonnier libéré, chaque cas révisé, érodait la légitimité de l'appareil de sécurité que Beria contrôlait. La tension entre Beria et le reste du Présidium atteignit des niveaux critiques pendant mai et juin. Beria avait commencé à agir comme le successeur naturel de Staline, prenant des décisions sans consulter ses collègues. Son contrôle sur le MVD lui donnait accès à des informations compromettantes sur tous les autres dirigeants. Un avantage qu'il exploitait par des insinuations et des menaces voilées. Le point de non-retour vint le 26 juin 1953 pendant une réunion du Présidium au Kremlin. Khrouchtchev avait secrètement coordonné avec Malenkov, Bulganin et d'autres une opération pour arrêter Beria pendant la session. Le maréchal Georgi Zhukov fournirait le soutien militaire. La détention fut exécutée avec une précision chirurgicale. Pendant que Beria présentait un rapport sur la réorganisation administrative, un groupe
groupe d'officiers armés fit irruption sous les ordres de Joukov. La surprise fut totale. Beria n'eut pas le temps d'activer aucun mécanisme de protection. En quelques minutes, l'homme le plus redouté de l'Union soviétique se retrouva menotté et transféré dans une installation militaire secrète. Le procès fut une parodie qui reproduisit les méthodes qu'il avait lui-même perfectionnées. Célébré dans le secret absolu, sans défense légale et avec un verdict prédéterminé, il dura seulement 3 jours. Le tribunal fut présidé par le maréchal Konev, accompagné d'officiers militaires sélectionnés pour leur loyauté envers le nouveau leadership. Les accusations couvraient la trahison, l'espionnage, la préparation de coups d'État et l'abus de pouvoir. Les archives déclassifiées 4 décennies plus tard révèlent la nature kafkaïenne du processus. Beria fut accusé simultanément d'être un agent britannique, un conspirateur sioniste et un provocateur contre-révolutionnaire. Accusations mutuellement contradictoires qui reflétaient la hâte de construire un dossier légal. L'exécution fut menée le 23 décembre 1953 dans un bunker du ministère de la Défense. Beria fut fusillé avec ses principaux collaborateurs, Bogdan Kobulov, Sergueï Merkulov, Pavel Mesh. Leurs corps furent incinérés et les cendres dispersées dans des lieux non divulgués. L'élimination de Beria eut des conséquences immédiates. Le MVD fut complètement réorganisé, séparant ses fonctions de sécurité intérieure et d'administration des camps. Des milliers de fonctionnaires de l'appareil répressif furent licenciés ou transférés. Le système d'informateurs, bien que non éliminé, fut significativement réduit. Parallèlement à cela, une libération massive de prisonniers politiques commença. Les camps du Goulag, qui abritaient plus de 2,5 millions de personnes au moment de la mort de Staline, virent leur population réduite de moitié pendant 1954. La plupart des libérations correspondaient à des prisonniers condamnés pour des crimes politiques mineurs ou des cas où les preuves avaient été fabriquées. Ces réformes ne représentaient pas une démocratisation, mais une modernisation du fonctionnement autoritaire. Khrouchtchev, qui émergea comme le dirigeant dominant, garda intacts les éléments fondamentaux du contrôle étatique. Monopole du parti unique, censure des médias, planification économique centralisée et répression de la dissidence organisée. La différence cruciale était l'élimination de la terreur arbitraire comme outil quotidien. La chute de Malenkov suivit un pattern similaire, bien que moins dramatique. En tant que président nominal du Conseil des ministres, il avait été perçu comme l'héritier naturel. Cependant, son manque de base politique solide dans l'appareil du parti en fit une figure vulnérable une fois que Khrouchtchev consolida son contrôle sur le comité central. Pendant 1954, il fut systématiquement marginalisé des décisions importantes. En février 1955, Malenkov fut démis sous des accusations d'inexpérience dans les affaires d'État et d'erreur dans la direction agricole. Sa dégradation fut moins violente que celle de Beria, mais également définitive. Il fut transféré pour diriger une centrale hydroélectrique au Kazakhstan, effectivement exilé du centre du pouvoir. L'année 1953 se conclut par une transformation radicale du sommet soviétique. Des 4 hommes qui avaient partagé les dernières heures de Staline, seul Khrouchtchev resta dans une position de pouvoir réel. La purge inversée avait éliminé les héritiers les plus évidents du stalinisme, mais avait également démontré que le système était capable de se renouveler sans s'effondrer. Déstalinisation, effacer l'homme d'acier. La consolidation du pouvoir de Nikita Khrouchtchev posa un dilemme fondamental. Comment légitimer son leadership sans questionner les fondements du système qui l'avait élevé à la position suprême? La solution fut une stratégie de déstalinisation contrôlée qui préserverait l'essence du régime soviétique tout en éliminant les éléments les plus extrêmes du culte personnel. Ce processus atteindrait son moment culminant avec un discours qui changerait à jamais la perception de Staline. Le 25 février 1956, dans la session fermée du 20e congrès du Parti communiste, Khrouchtchev prononça ce qui deviendrait connu comme le discours secret. La session fut tenue au Palais des Congrès, devant une audience exclusivement composée de délégués du parti, sans présence de médias, diplomates étrangers ou enregistrements officiels. Le titre formel était « Sur le culte de la personnalité et ses conséquences », mais son contenu représentait une démolition systématique de l'héritage de Staline. Pendant plus de 4 heures, Khrouchtchev détailla une litanie de crimes, erreurs et abus commis pendant les 3 décennies du pouvoir stalinien. Basé sur des documents précédemment classifiés et des témoignages de survivants, il décrivit la paranoïa systématique des dernières années, les purges massives des années 30, les erreurs militaires pendant les premiers mois de guerre
et la fabrication de cas comme le complot des médecins. L'impact fut dévastateur pour l'audience. Beaucoup de délégués avaient vécu toute leur carrière sous Staline et le considéraient comme une figure presque divine. Le récit de ces crimes provoqua des réactions émotionnelles intenses. Certains quittèrent la salle en pleurant, d'autres subirent des effondrements nerveux et plusieurs suicides furent enregistrés dans les semaines suivantes parmi des officiels qui se sentaient impliqués. La distribution du contenu fut soigneusement contrôlée. Des copies numérotées et dactylographiées furent envoyées aux comités régionaux pendant mars et avril, avec des instructions spécifiques sur les cercles autorisés à connaître son contenu. La lecture fut menée dans des sessions fermées, créant des cercles concentriques d'informations qui filtrèrent graduellement le message vers les niveaux inférieurs de l'appareil du parti. Cependant, le contrôle absolu s'avéra impossible. Des copies atteignirent les services de renseignement occidentaux et en juin 1956, le New York Times publia une version complète obtenue par la CIA. Cette fuite eut des conséquences immédiates, à la fois dans le bloc soviétique et dans les partis communistes occidentaux, dont beaucoup entrèrent en crise profonde en étant forcés de réévaluer des décennies de loyauté aveugle envers Staline. Les répercussions s'étendirent rapidement à travers le bloc socialiste en Pologne. Les révélations alimentèrent des mouvements de protestation qui culminèrent dans les émeutes de Poznan en juin 1956. En Hongrie, la déstalinisation contribua au climat de libéralisation qui mènerait à la révolution d'octobre, brutalement réprimée par les troupes soviétiques. En Chine, Mao interpréta le discours comme une trahison des principes socialistes, initiant la distanciation qui mènerait à la rupture sino-soviétique. Le processus d'élimination symbolique de Staline de l'espace public s'accéléra après le discours secret. L'opération la plus visible fut le changement de nom de villes, rues, usines et institutions renommées en son honneur. Stalingrad, la ville qui avait héroïquement résisté au siège nazi, fut renommée Volgograd en novembre 1961, retournant à sa désignation géographique historique basée sur la rivière Volga. La décision sur Stalingrad illustra les complexités politiques de la déstalinisation. La ville avait acquis une signification mythique comme symbole de la résistance soviétique et de la victoire sur le fascisme. Changer, son nom, impliquait le risque d'offenser à la fois les vétérans et la population générale qui associait le nom à l'héroïsme plutôt qu'à la répression. La solution fut graduelle. D'abord, les références à Staline furent éliminées des cérémonies officielles, puis l'importance du nom dans les documents officiels fut réduite, et finalement, le changement formel fut exécuté coïncidant avec le retrait du corps du mausolée. L'élimination des statues et monuments suivit un pattern d'implémentation graduelle. Les statues les plus proéminentes furent retirées pendant des opérations nocturnes pour éviter des manifestations de protestation ou de nostalgie. À Moscou, la statue équestre devant le Kremlin fut démontée en 1958 pendant une opération qui nécessita la fermeture de plusieurs rues et des équipes de démolition spécialisées. Dans les petites villes, l'élimination fut plus discrète. Les statues disparurent simplement pendant la nuit, remplacées par des monuments génériques à la victoire de guerre ou au progrès socialiste. L'opération la plus symboliquement significative fut le retrait du corps de Staline du mausolée de Lénine. La décision fut adoptée pendant le 22e congrès du parti en octobre 1961 comme culmination de 5 ans d'érosion graduelle du culte stalinien. La justification officielle était basée sur des témoignages de vétérans du parti qui décrivait l'incompatibilité entre les méthodes criminelles de Staline et la pureté révolutionnaire de Lénine. L'exhumation fut exécutée au petit matin du 31 octobre 1961 sous des conditions de secret absolu. Le mausolée fut fermé au public sous le prétexte de rénovation technique, tandis qu'une équipe spécialisée de la garde du Kremlin procéda à l'extraction du sarcophage. Le corps embaumé fut transféré par des tunnels souterrains au mur du Kremlin, où il fut enterré dans une niche anonyme, aux côtés d'autres dirigeants soviétiques mineurs. La cérémonie funéraire fut délibérément austère, en contraste absolu avec le spectacle théâtral de ses funérailles 8 ans plus tôt. Il n'y eut pas de discours, fleurs ou honneurs militaires. Staline fut enterré comme n'importe quel autre fonctionnaire du parti, sans inscription identifiant sa tombe ou cérémonie rappelant son statut précédent. La seule concession à son rang historique fut la présence de quelques membres du présidium qui observèrent en silence la descente du cercueil à son emplacement final. Le mausolée fut rouvert 2 jours plus tard, restauré à sa fonction originale comme sanctuaire exclusif de Lénine. Les inscriptions mentionnant Staline furent éliminées. L'intérieur
redessiné pour accommoder seulement un sarcophage et l'iconographie modifiée pour effacer toute trace de sa présence. Pour les visiteurs qui arrivèrent le 2 novembre 1961, c'était comme si Staline n'avait jamais été là. L'élimination de la présence physique fut accompagnée par une révision systématique de l'historiographie officielle. Les manuels furent réécrits pour minimiser son rôle dans l'industrialisation et la victoire de guerre, tout en soulignant les contributions du parti comme institution collective. Les photographies officielles furent retouchées pour éliminer son image des événements historiques importants, et les films le montrant comme protagoniste furent retirés de la circulation. Cependant, la déstalinisation avait des limites clairement définies. Khrouchtchev fut prudent de ne pas questionner les fondements du système socialiste, ni de permettre une évaluation critique du rôle du Parti communiste pendant la période stalinienne. La responsabilité des crimes fut attribuée exclusivement à la personnalité déviée de Staline et à son cercle le plus proche, préservant la légitimité institutionnelle du régime. Cette sélectivité et critique permit de maintenir la stabilité du système tout en éliminant les éléments les plus extrêmes du culte personnel. La libération des archives suivit des principes similaires de contrôle et de gradualisme. Des commissions spéciales du parti furent autorisées à réviser des documents du NKVD et du MVD pour identifier des cas de répression injustifiés, mais sans accès public aux matériaux. Des milliers de citoyens reçurent des certificats de réhabilitation reconnaissant leur innocence, mais sans compensation matérielle ou explication détaillée sur les circonstances de leur persécution. Le processus de déstalinisation se conclut officiellement en 1961 avec le retrait du corps du mausolée et l'adoption du nouveau programme du Parti communiste, qui établit les bases pour la construction communiste sans référence à l'héritage stalinien. Cependant, ces effets se prolongèrent pendant des décennies, créant une ambiguïté persistante dans la société soviétique sur l'évaluation de la période de 1924 à 1953. En 1961, Staline avait été effectivement effacé du paysage symbolique de l'Union soviétique. Ses statues avaient disparu, son nom avait été éliminé des villes et des rues, son corps avait été retiré de la place d'honneur à côté de Lénine, et son héritage avait été réduit à une série d'erreurs et de déviations dans la construction socialiste. L'homme qui avait absolument dominé le pays le plus étendu du monde pendant 3 décennies avait été converti en une figure inconfortable dont la mémoire n'était préservée que dans les cicatrices qu'il avait laissées sur la société soviétique. La mort brutale de Staline avait requis 5 jours d'agonie médicale, mais sa mort politique et symbolique s'étendit pendant 8 années de déstalinisation systématique. À la fin, le dictateur qui avait craint d'être oublié ou caché par ses successeurs vit ses pires cauchemars accomplis. Il fut effacé de l'histoire officielle de la révolution qu'il avait menée, éliminé du panthéon des héros socialistes qu'il avait aidé à créer et réduit à une note de bas de page dans le récit épique de la construction communiste soviétique. Sa mort physique brutale n'avait été que le premier acte d'une destruction posthume beaucoup plus complète et définitive.